Salut les Saiyans, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à aller voter pour nous dire si vous êtes satisfait ou déçu du souhait de Molo, ça nous permettra de dégager un peu les avis. On parle évidemment du souhait de Molo, pas du chapitre en général, donc n'hésitez pas à voter. Yo tout le monde, bienvenue sur DBT, vos vidéos sur Dragon Ball. Aujourd'hui on est content parce que c'est l'heure du chapitre 50 de Dragon Ball Super. Déjà chapitre 50. Ça passe trop vite. Hein. Chapitre 50, effectivement, on a du coup l'intrigue de l'arc, pas de Molo, hein, mais du prisonnier d'Azkaban. Pour ceux qui connaissent la patrouille galactique, c'est ça. D'ailleurs, on va revenir sur un truc. Vous savez très certainement que sur la chaîne, on utilise habituellement l'orthographe Molo. La prononciation est toujours Moro en japonais, évidemment, c'est le R n'existant pas. La retranscription utilisée dans ce qui est Scantrad, etc., c'est le R pour l'Ariru Lelo. Bref, si vous voulez en savoir plus sur l'alphabet, n'hésitez pas à aller voir ce format sur la chaîne. On apprend le japonais en même temps qu'on apprend des trucs sur Dragon Ball, et ça, c'est ça qui est passionnant. Ça, c'est bon. Là, on a appris une nouvelle, justement, cette semaine, puisqu'on a vu qu'il y a un nouveau personnage dans ce chapitre qui s'appelle Sagambo. Alors, Sagambo, d'où ça vient? A priori, ce serait des tranches, tout simplement, de poissons, et plus particulièrement de requins. Il y a même Freza qui a fait un post extrêmement intéressant sur les réseaux sociaux, et elle a mis en corrélation ce personnage Sagambo, et la signification de son nom, qui se rapporterait à des tranches de requins d'aiguilla. Et Molo serait de la chair de requin saumon. C'est extrêmement intéressant pour nous fans qui voulons savoir justement la signification des noms, puisqu'on avait des pistes, hein, vous le savez, pour Molo, la signification de son nom. On avait notamment Molo qui viendrait de Moloch, qui était justement un dieu bouc, une divinité bouc. On vous avait même fait une vidéo à ce propos, c'était la première théorie et la plus intrigante et peut-être la plus probable aussi. Et il y avait également l'homo, ça pouvait être, hein, c'est tout simplement des charcuteries espagnoles. Là, on se dirigerait vers un nom japonais, d'origine japonaise, donc on va garder la retranscription avec un R, du coup, pour être fidèle au romaji, Moro, du coup, mais ça se prononcera toujours Moro. Écoute. Voilà. Je pense qu'après ce petit point culture, tu es rassasié, non pas de requins, non pas de poissons. D'ailleurs, ne mangez pas de requins, les pauvres, ils sont en voie de disparition. Donc, sinon, je coupe des têtes. Et donc c'est intéressant, déjà, premier point, pourquoi Sagambo et Molo ont-ils une dénomination commune? Puisqu'on sait très bien, et vous le connaissez désormais, les Saiyajin, Yasai, les légumes, on comprend donc le nom de Kakaroto, carotte, végéta, etc. Donc il y a toujours un lien qui lie les persos dont la racine, dont le champ lexical est commun. Ouais. Pourquoi la Sagambo et Molo ont-ils quelque chose en commun? J'ai ma petite idée. On a parmi les patrouilleurs galactiques des noms qui se rapportent souvent à des embryons de poissons. Je sais pas si vous avez remarqué, Jaco, Melusu, Silas même également. Et là on se retrouve avec justement de la viande de requin. Donc je me dis que les requins mangent les poissons, donc les prisonniers qui sont justement enfermés par la patrouille galactique ont attrait justement à de la viande de requin. Tandis que la patrouille galactique finalement a attrait à des noms d'embryons de poissons qui se mangent également, de la nourriture également qui se consomme au Japon. Voilà, je pense que ça a rapport à ça. C'est très probable, dis-nous dans les commentaires ce que tu penses de cette première petite théorie au sein d'un review, et on va donc très rapidement revenir sur les actions qui se déroulent dans ce chapitre 50. Il est composé de pas mal de surprises, c'est vrai qu'on débute avec l'absence des protagonistes, puisqu'on est directement dans la patrouille galactique que je voulais voir depuis tellement longtemps. C'est une review où on donne nos avis, on dit ce qu'on attend, et là on est totalement dans ce que j'attendais, voir comment Molo s'est libéré. Là on le comprend enfin, c'est expliqué par des patrouilleurs galactiques qui sont là à constater les dégâts, et on découvre justement toutes les prisons. On reviendra un peu plus tard sur ces prisons, sur la sécurité un peu de ces prisons qui laissent un peu à désirer. La sécurité quoi? La quoi? Il fallait sécuriser. D'accord, c'est les plus grands prisonniers de la galaxie, je sais pas. Et on découvre un peu justement le troisième souhait, qui était la chose qu'on attendait le plus depuis peut-être 5, 6 chapitres, facilement. Ça y est, ce troisième souhait nous est enfin révélé. Molo a souhaité délivrer tous les autres prisonniers de la patrouille galactique. Pour quelle raison? Il va l'expliquer un peu plus tard dans le chapitre. Ils sont libérés, ils sèment un peu la confusion dans la prison, et au même moment sur la nouvelle planète Namek, Goku et Vegeta apprennent qu'il y a ce troisième souhait. Ils sont pris au dépourvu parce que ce qu'on a vu c'était une ellipse en fait, c'était
au moment où Molo a formulé son souhait. Maintenant, les prisonniers ont déjà pris un vaisseau spatial et arrivent devant la nouvelle planète Namek. Donc déjà, point à souligner, la construction est pas mal, on a fait un bond dans le temps au sens écriture du terme, ouais. Donc c'était pas mal de voir qu'en fait on nous a montré l'action en parallèle, finalement on revient, on se dit, on comprend pourquoi ils arrivent à ce moment-là, ça j'ai bien aimé. Ouais, ellipse narrative intelligente, hein, parce que on nous montre le passé, on sait pas que c'est le passé, on pense que c'est le présent, pour finalement nous jeter directement dans le présent avec ce truc inattendu. Donc ça c'est le point positif. L'autre point positif, c'est donc effectivement que tous ces prisonniers sont désormais libérés. On ne connaît pas leur potentiel individuel au moment où ils sont tous libérés. On sait juste qu'on met l'accent particulièrement sur Sagambo, celui qu'on a évoqué au début de cette review, qui est le plus costaud. On en a un qui ressemble étrangement à Finn, hein, tu le disais dans le live, c'est vrai qu'il a des attraits particulièrement communs. Ouais, c'est ça, Finn c'est un personnage de Super Dragon Ball Heroes qui a absorbé notamment Xeno Gogeta. Et ce personnage ressemble pas mal déjà à la base à Majin Buu, mais avec des spécificités qui lui sont propres, comme des appendices ou des cheveux qui ressemblent un peu à Belzébuth de Sandland si tu préfères. Mais il a le nez de Majin Buu, le faciès de Majin Buu, etc. Et là c'est vrai que le personnage qu'on voit ressemble un peu. Et il y a d'autres prisonniers aussi qui ont des traits communs avec d'autres personnages que l'on connaît de l'univers de Dragon Ball, notamment de Dragon Ball Super. Effectivement, la première chose qui a dû vous sauter aux yeux, c'est le pseudo Metalman, voilà, qui n'est non sans rappeler Magetta de l'univers 6. Clairement, c'était aussi pour nous signifier qu'il y en a dans l'univers 7. Ouais, d'ailleurs, ça fait écho à une réplique. Hein. Il y avait à un moment donné les Kaioshin qui se faisaient taquiner par le Kaioshin de l'univers 6 qui dit c'est un Metalman de telle planète, etc. Comment ça, vous ne savez pas que vous en avez dans votre univers? Oh là là, vous êtes des incultes, etc. Et là, voilà, on en voit dans l'univers 7. Tu en as désormais. On a aussi une sorte de sosie de Hit où il ressemble étrangement. Un peu différent, je me demande vraiment s'il a un rapport ou si juste c'est nous qui voyons un point commun. Une certaine ressemblance. Ouais. L'un ou l'autre est possible. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé, ce qui vous a fait penser lui à Hit ou absolument pas et du coup on fabule. De la même manière sur Botamo, il y en a pas mal qui ont rebondi sur l'espèce de panda. Tu sais Robert le panda là qu'on voit. Moi j'ai pas tilté du tout sur Botamo, mais effectivement sur une espèce d'homme ours, parce qu'il a des oreilles d'ours, un panda c'est un ours finalement. Ouais, pourquoi pas. Peut-être que ça a un rapport avec l'espèce à laquelle appartient Botamo. Puis après on voit d'autres personnages qui sont assez intrigants par leur chara design. Et j'aime bien le design des 3 filles, je trouve ça sympa, enfin, mettre des combattantes en plus prisonnières galactiques. Pourquoi il n'y aurait pas des femmes dans une prison galactique? Certes. Et puis il y en a une qui ressemble légèrement à Towa. Towa de Dragon Ball Online, qu'on retrouve évidemment dans Xenoverse et dans Super Dragon Ball Heroes. Et il y en a un. Et il y en a un qui fait beaucoup parler parce qu'il ressemble à Majin Buu pur. Alors certes, c'est vrai. Malgré tout, je pense qu'il est beaucoup plus inspiré en fait de l'espèce à laquelle appartient l'arbitre du tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7. Déjà à l'époque, beaucoup disaient qu'il ressemblait à Majin Buu, parce qu'il a un appendice tétal, on va appeler ça comme ça. Il a les oreilles caractéristiques, et c'est vrai qu'il a le nez comme ça. Donc on pouvait se dire, ouais, il appartient, c'est un Majin, etc. C'est pas un Majin. Je pense qu'il appartient à son espèce. Alors il n'y a pas les mêmes yeux, mais je vois pas pourquoi ce serait la même espèce que Majin Buu pur, tu vois. D'autant plus qu'ils se sont fait latter assez rapidement, j'ai l'impression, les prisonniers secondaires que l'on a pu voir. Ceux que l'on a vus au milieu du lot, là par contre on les a pas vus combattre, à l'exception de Sagambo, qui a quand même décoché une patate de forain à Goku Super Saiyan 3. Ouais, alors ça on va y revenir juste après, parce qu'il faut qu'on en parle. Faut qu'on crève l'abcès. Faut qu'on crève l'abcès, sachant que juste avant de crever l'abcès, on va crever les pattes, parce qu'on a eu le retour des frères... Bogdanov, Macarini. Frères Macarini qui sont là avec une petite réplique assez intéressante, hein, puisque encore une fois ils viennent nourrir le postulat de qui ils sont, genre ouais, vous en avez pas marre de toujours revenir là, on vous enferme tout le temps là, en gros tous les 4 matins, ils font c'est ça, nous on vit d'une vie de larcin. Ouais, une vie de larcin, c'est très intéressant parce que je pense justement qu'avec cette réplique et le fait que là ils veulent se joindre à l'évasion fomentée par Molo et Sagambo, je pense que en se joignant à ça, ils vont aller sur place et ils vont reconsidérer leur position en voyant comment Molo agit peut-être. Et je pense qu'ils vont faire quelque chose de bien. Et que leur vie de larcin va se transformer en quelque chose de meilleur et ils vont avoir une vie de sauveur. Tu vois, ils vont aider à la Mister Satan. Alors je dis pas que c'est eux qui vont obtenir toute la gloire du truc, mais ils vont, disons, faire un petit truc qui va aider Goku et Vegeta dans leur marché. Pilaf aussi peut-être. C'est une petite team de 2-3, là m'a fait penser aussi à Pilaf et sa bande, me fait délirer.
Et du coup, on revient sur ce que tu disais, la grosse patate de forain béthunoise, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie. Béthunoise, alors les gens qui habitent du côté de Montpellier, vous savez pas de quoi on parle du tout, je suis fortement navré. Ouais, alors, ça faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle puisqu'on a quand même, moi déjà, enfin à titre personnel, j'y vois une incohérence. On a Goku, Vegeta, Super Saiyan Blue, ok, voilà, Molo qui continue à absorber l'énergie, tout ce que tu veux, voilà. Ils subissent un downgrade, hop, ils passent en Super Saiyan God, d'où la petite figurine que vous avez ici, elle n'est pas du tout mise au hasard, anodine. Ok, tu te dis soit, je comprends le postulat de faire diminuer l'énergie et donc la transfo qui va. Pourquoi déjà, question 1, tu me fais passer du Super Saiyan God au Super Saiyan 3 ? Sachant que le Super Saiyan Blue, Super Saiyan God, on vous rappelle quand même que c'est une forme divine, qui utilise du ki divin, qui n'a absolument aucun fucking rapport avec le ki naturellement utilisé, pour moi, du moins par les Saiyan, Super Saiyan 2, 3. Je pense que c'est pour rappeler les niveaux. Toyotaro a voulu simplement rappeler les niveaux au lecteur. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait de la merde ? Niveau Super Saiyan 3, bah au-dessus, c'est le niveau Kagoku au-dessus, juste au-dessus, celui-là, c'est le God. Bah, moi, tu vois, j'aurais préféré limite, il repasse en normal, il reprend un saut, il se met en Super Saiyan 3. J'aurais dit, ah ok, une décomposition du ki, et on se serait dit, c'est intelligent. Ça aurait pas pris plus de cases, hein. Une case au pire, c'était fini. Enfin bref, du coup, il y a quand même, comme tu l'as dit, un autre truc dérangeant. Un autre truc dérangeant, c'est que le Super Saiyan 3 se prend une mandale de ouf. Alors certes, il est surpris. Il s'arrête parce qu'il est sous sa forme de Super Saiyan God. Il est surpris, il fait « Oh !» et il se prend un coup. Jusque-là, c'est normal. Il peut se prendre un coup, il peut être surpris et du coup baisser sa garde. Maintenant, ce qui me dérange en fait, moi également, c'est qu'il se prend une droite de forain et qu'il tombe au sol. Il vient de se faire démonter la joue, la jugulaire, tout est parti avec. Par Sagambo. Et je me dis, Goku Super Saiyan 3, donc le mec qui était le personnage le plus puissant seul du manga à part Ultimate Gohan dans Dragon Ball, et qui rivalisait avec Majin Buu pur. Je vous rappelle, Majin Buu pur, il pouvait se régénérer, et Goku avait dit à Vegeta, si je me mets à mon maximum, si je concentre mon ki, je pourrais le désintégrer et remporter le combat. Finalement, il a épuisé toute son énergie, il était dans son corps vivant. Goku, il avait ressuscité à ce moment-là. Du coup, son énergie est partie, et de toute manière, Majin Buu n'avait de cesse de se régénérer, même si il perdait un peu en endurance, il pouvait toujours se régénérer. Mais il faisait jeu égal en combat, Goku Super Saiyan 3. Goku Super Saiyan 3. Là, le Goku Super Saiyan 3, par un random qui sort d'une prison avec des gros poils et pas de nez, et des rouflaquettes surtout, c'est ça qui me dérange, les rouflaquettes. Non, je Tous ceux qui ont des rouflaquettes, le là, mec est viennent juste de ses dérangé abonnés. par le fait qu'il a des rouflaquettes. Non, mais ce qui me dérange, c'est que le mec, on le connaît pas. Soit, ok, on peut... Peut-être il est là depuis des millions d'années et il était super fort avant. Dans ce cas, Grand Kaioshin n'est pas au niveau d'un Super Saiyan 3, déjà de base. Donc comment il s'est fait enfermer, par qui? Il faut vraiment qu'il y ait un mec super fort pour que la police galactique puisse faire on vous met les menottes. Donc déjà, et s'il est enfermé depuis moins longtemps, donc Goku existait déjà, je veux dire dans l'espace à part Frieza, il y avait personne qui était au-dessus. Il me semble hein, dans cet univers. Du coup il a fait quoi? Il y avait Beerus, donc qui c'est qui l'a enfermé? Donc il y a des mystères à résoudre, ça peut être résolu par la suite, on peut trouver des pirouettes, il n'y a pas de souci. Maintenant je me dis quand même, il y a un random comme ça qu'on connaît pas qui bat un Super Saiyan 3. C'est un peu dérangeant, parce que Goku Super Saiyan 3 s'était quand même pris une mandale de forain également par Majin Buu, à l'époque avant même qu'il se sépare de son côté maléfique, donc c'était encore le Majin Buu super puissant, et Goku Super Saiyan 3 il avait fait. Ça lui avait rien fait. Même si il est surpris, le Super Saiyan ou le Super Saiyan 3, d'ailleurs Super Saiyan vous l'avez, parfait exemple dans l'arc Frieza, hein, quand il se prend des Kikoha, des Death Beam, etc., ils bronchent pas. Ils ont une résistance physique du fait justement de leur puissance, de leur aura, de leur ki, qui leur confère justement un certain pouvoir. Et là, le Super Saiyan 3 d'autant plus. Si encore ça avait été le Super Saiyan, j'aurais dit bon allez ok. Mais le Super Saiyan 3, c'est vrai qu'on est beaucoup à être dérangé, pas que nous. J'ai vu aussi pas mal de commentaires dire oh mais c'est n'importe quoi. Bon, à la conclusion, il suffisait d'être forain. Il suffisait d'être un forain en fait. Voilà, c'est tout, Donc, c'est juste ça. Alors, qu'on se comprenne bien. Surtout ne te méprends pas, que ce soit bien clair. C'est qu'un passage anodin dans le chapitre est sympa. Le chapitre est sympa, c'est un petit passage dans le chapitre qui fait que ça peut nous gêner. Parce qu'effectivement, on est en train de considérer un peu le Super Saiyan 3 comme de la merde. Depuis Dragon Ball Super, il est considéré comme de la merde. On pisse sur le Super Saiyan 3. Je veux dire, début, Topo il nique le Super Saiyan 3, Beerus il nique le Super Saiyan 3, Sagambo il nique le Super Saiyan 3, même s'il est power up par l'énergie qui est en train d'absorber Molo, il nique le Super Saiyan 3. À quel moment? Je sais pas. Déjà, normalement,
l'énergie qu'il va acquérir grâce à Molo, est-ce que son corps est assez puissant pour la contenir? Parce que sans entraînement, je veux dire, le mec il a été enfermé dans une prison, il faisait juste des rondes pour pisser 5 minutes par jour. Oui, mais c'est un forain. Mais c'est un forain, alors du coup il peut mettre des patates à un super saiyan. D'accord, ok, je comprends Ok. l'explication de la commence. Non, parce que là, on a eu que le papier, mais normalement, la musique dans le fond, c'est... Bah, grosse mandale, 999 et tout. Ça, Ah, tu sais bon. pas. Je voulais vraiment Ah. détailler ça parce que si jamais, je sais qu'il y en a, ils vont nous dire ouais mais c'est tout ce que vous avez retenu du chapitre, ou alors ouais mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Mais si on n'expliquait pas pourquoi ça nous a déplu, je sais qu'il y en a qui vont nous dire ouais mais nanana, ouais mais nanana. Là on t'a expliqué de A à Z, à part dire oui mais moi je trouve que tu vas donner ton avis mais tu n'auras rien à dire sur notre explication puisque je pense qu'on a... elle est détaillée. Détaillée. Elle est détaillée. Subjective, on va dire. Ah oui bien sûr. Qui se rapproche de l'objectivité. Maintenant, tu as le droit d'avoir ton avis. Ensuite, donc cet épisode, j'allais dire, non, ce chapitre, donc du coup, continue jusqu'à arriver à l'épuisement, encore une fois, de Goku et Vegeta. Et d'ailleurs, t'attendais beaucoup des prisonniers quand ils ont été libérés, ça on peut le dire aussi. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont été libérés, j'étais comme toi sur un point et différemment sur un autre. Je me suis dit, wow, putain, il y a tous ces prisonniers, mais voilà ce que j'ai fait. J'étais rien, je fais. Pourquoi tous ces... en fait, pour moi, tous les prisonniers, je suis, ça sert à rien, c'est de la masse, tu vois. Il n'y avait rien de viable. En fait, au même titre que dans le film 12, quand tous les gars ressurgissent dans Dragon Ball Z, hein, le film 12 non canon, surgissent de l'enfer, etc., par rapport au level qu'ont tout le monde, etc., à ce niveau-là, j'ai pas tremblé, tu vois. Tu les vois tous arriver comme une menace, Goran qui défonce Frieza, tu sais qu'ils vont rien faire. En fait, j'ai senti un peu ce truc-là. Pareil, bon, ouais. ok, ils vont s'ouvrir, ça va rien faire, mais là où j'ai eu un espoir, je me suis dit, j'espère que dans toute cette masse, il y a un gars qui est encore mystérieux à l'heure actuelle, qui pourrait peut-être avoir un potentiel de ouf, au même titre que pas Molo, mais j'en sais rien, qu'on va développer par la suite, et qui du coup rendrait intéressante l'idée même d'avoir fait de ce troisième vœu ce qu'il est. Ouais. Parce que là où la problématique devient un vrai problème, c'est que tout ça pour ça. Tu te dis, attends, en fait, tu viens de faire un troisième vœu, qui était de libérer des guys d'une prison. Ok, tu te sens moins seul, mais les guys que tu envoies, en fait, ils se font dégommer, tu vois. Ils sont... Ça sert à rien. Au fur et à mesure que je lisais les chapitres, je lui disais même, et je me rappelle, je lui dis comme ça, je lis le truc, je fais, oh là là, tous les gars, quand même, ils ont pas l'air machin. Je fais, tu les vois arriver, les soutiens, l'univers 6 et les autres univers et tout. Et je vois, ils se marrent comme ça, machin. Et puis au fur et à mesure, je fais, en fait, ils sont nuls, en fait. Et en fait, c'est des merdes, en fait. Ah, ils sont vraiment à chier. Je fais en fait, tu la vois, la déception arriver. Il était mort de rire. Voilà le constat que j'ai eu. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, ils sont nuls. Mais donc, du coup, à quoi bon avoir fait planer un mystère sur un troisième vœu, que c'était censé être le truc, wow, où on allait tous être en feu quand on allait savoir ce vœu. On est parti sur des théories folles. Là, on se dit, wow, il a ouvert, il a des alliés, ok. Et on n'a même pas, tu vois, genre, oui, dans la prison, il y avait des mecs de mon espèce, ou il y avait des mecs qui faisaient partie de mon clan à l'époque, qui ont un level qui vous dépasse. J'en sais rien. Ouais, ça aurait été intéressant. Là, on n'a rien, en fait. C'est juste des gars lambda, ils étaient en prison, ils se disent, ouais, je vais les libérer. Et pour l'instant, on n'a aucune fucking piste qui nous dit qu'il y a un gars que c'est un fou dedans. Donc là, je me dis, bon, ok, voilà, il va falloir me justifier pourquoi m'avoir fait tout un foin pour ce vœu. Surtout que c'est le souhait qui était vraiment teasé depuis le début. Hein. On nous dit Molo, il a un plan, il a un vœu qu'il veut faire absolument, etc. Ouais, Molo, quand vous aurez les Dragon Ball, vous allez faire que les vœux. Et puis comme ça, il était en train de réfléchir sur son siège. C'est ça en fait. Même quand Goku Vegeta l'attaque, tu vois, il fait, ouais, mais sauf que maintenant, j'ai mon troisième J'ai vœu. mon troisième vœu. Mais ton troisième vœu, c'est quoi? C'est d'envoyer des sbires qui puent la merde. Je veux dire, arrête à part Sagambo qui met des patates de forain à Super Saiyan 3, ça va, c'est pas ça non plus la grosse menace. Mais on a le pouvoir de Molo qui casse bien les glaouis, puisque voilà, il neutralise Goku Vegeta, Majin Buu, pareil, enfin Majin Buu, Grand Kaioshin est en PLS au sol. Heureusement qu'on a encore l'intervention de Melusu qui vient sauver le... Melusu, Jaco, ouais, c'était stylé. Jaco intervenir, ça on l'attendait depuis pas mal de temps. Melusu, il est toujours stylé. Il est bien ce perso. Il est vraiment bien. D'ailleurs, Sagambo, vu qu'il met des patates de forain, faudra nous expliquer à quoi ça sert d'avoir un fusil pour menacer deux pauvres patrouilleurs galactiques dans la prison. Je sais pas piger. Il y a une incohérence avec ce personnage, il va falloir qu'on nous explique. C'est bien de jouer les requins, les tranches de requins, mais à un moment donné... Bah, j'avoue, même s'il est faible, admettons, je dis n'importe quoi, on part en théorie, il a la force de Mister Satan. Il est libéré de prison, du coup il a besoin d'un fusil pour menacer à la limite. Et grâce à Molo, il est power up parce que Molo a absorbé l'énergie et l'a redistribué. On l'a pas vu ça, moi je l'ai pas vu. Il devient plus fort qu'un Super Saiyan 3.
C'est Alors n'importe quoi. Ok, on nous dit que les plus dangereux C'est criminels impossible. sont dedans, mais... Je veux dire, le ki le fait imploser, normalement, il devient comme Yakon, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a trop, il contient non, trop. c'est pas logique. Donc ça, c'est les gros points d'interrogation. Et du coup, on se dirige très rapidement avec une décision qui, de fait, devient irrémédiable, j'ai envie de dire, de devoir fuir. Parce que là, de toute façon, ils se font acculer de c'est partout. ça, leur énergie étant absorbée, ils ont plus de ki, ils reviennent à leur forme normale, même le Majin Buu, le Grand Kaioshin est à terre. Il se fait soigner d'ailleurs par Eska, qui intervient. J'ai cru qu'Eska allait mourir, hein. J'ai cru qu'il allait nous faire une dendé. Ah ouais, mais non. Oui, non, je peux intervenir, bon, je suis pas un combattant, mais je peux soigner. Il y va, et sur le front, il se fait repérer par Molo qui le tue. D'ailleurs, il se fait repérer. Il se fait repérer. Eska qui, donc, il est pas à l'abri pour les prochains chapitres. Mais il s'est fait repérer. Et du coup, Wow, voilà, ils veulent fuir. Donc t'as Goku qui veut utiliser Qui son se déplacement barre. instantané, qui dit ouais, en gros, tout le monde se touche. Hein, tu vois, c'est la grande Tout le monde se farandole, touche. hein, comme dans les soirées échangistes. Et donc, on a une personne de son grand nom Vegeta qui refuse. Une personne qui va refuser. Elle refuse. Je vous Elle laisse fait non. deviner. Elle Je vous fait laisse non. deviner. Elle fait non. Elle dit et il dit quelque chose d'assez juste puisqu'en gros il nous fait comprendre nous les Saiyans en gros on n'a pas besoin d'avoir toutes ces fioritures magiques à la base pour opposer en gros une résistance pour faire quelque chose et là on est réduit à subir cette merde et devoir fuir. Non je refuse. Que beaucoup il fait tu vas faire quoi qui t'arrive et tout il fait vas-y dégage moi je trace ma route va. Et il va du coup sur le vaisseau piloté par Illico, qui va illico presto, hein, du coup, et il le menace, il lui dit changement de cap, on va sur la planète Yardrat. Et là tu te dis What the fuck. what? Alors je vais revenir sur ce passage qui concerne la fin du chapitre, puisque ce chapitre est décomposé comme ça. Il y a d'abord toute l'exposition du souhait de Molo. Il y a ensuite le résultat du souhait de Molo qui du coup est décevant pour ce chapitre. Après tout n'est pas fini, on peut avoir des surprises avec les prochains chapitres. Molo est encore en train de récolter du ki sur la nouvelle planète Namek, il peut le redistribuer. Il peut ressusciter entre guillemets ceux qui sont tombés au combat en leur redonnant de l'énergie. Et ensuite il y a la dernière partie qui est la fuite et la décision de Vegeta. C'est ce que j'ai préféré du chapitre, avec le début, avec l'exposition. Parce que ce que dit Vegeta est extrêmement juste et ça m'a rappelé un peu la mentalité. Alors ça m'a pas rappelé l'ancien Vegeta, j'ai retrouvé Vegeta quand même qui cherche une solution, donc un Vegeta logique, le Vegeta qu'on connaît. Et la fierté Saiyan de Vegeta m'a rappelé un peu le Vegeta du 6ème film Dragon Ball Z. Rien n'est impossible pour un Saiyan. C'est l'ultime phrase qui sort au moment de sauver Goku contre Metal Kula, après il tombe par terre. Et je me suis dit c'est exactement ça. Rien n'est impossible pour un Saiyan, on va trouver une solution, il va chercher la solution. On va reparler de la planète Yardrat, mais pour moi j'ai trouvé ça extrêmement juste, j'ai adoré ce passage. Ça fait pas l'ensemble du chapitre, c'est un point fort certes, maintenant il faut aussi se mettre en tête que Toyotaro sort un chapitre par mois. Un chapitre par mois, qu'est-ce que ça veut dire dans ce magazine qu'est le V-Jump? Ça veut dire qu'à chaque chapitre, il doit tenir en haleine le lecteur. Du coup, nécessairement à la fin du chapitre, il fait une sorte de cliffhanger ou un suspense pour qu'on ait envie de lire le prochain chapitre. Normal. Il est obligé. Du coup, il a inséré ce passage avec Vegeta, peut-être, juste pour ça. C'est pas dit que la séparation entre Goku et Vegeta, là, soit effective sur la durée de l'arc, pour justement on puisse développer Goku de son côté, Vegeta de son côté. Du coup, je sais pas. Même si j'aimerais bien. J'aimerais bien. Parce que ça changerait. C'est ce que je préférerais. Maintenant, faut garder en tête qu'il est obligé de faire des cliffhangers comme ça, de bâtard. Vegeta, il est dans le chapitre Vegeta, est très cool. Vegeta, il est normal, il combat au même type que Goku, etc. Mais c'était pas le chapitre de Vegeta, parce que j'en ai vu beaucoup dire « Oh, Vegeta dans le chapitre exceptionnel !» Le cliffhanger de Toyotaro à la fin est simple, vraiment très bien. Le Vegeta est très bien aussi, il est très respecté. Goku toujours aussi transparent. Vraiment très... Ça donne envie. Ça donne envie. Maintenant, ce truc de la planète Yardrat. Il y a la théorie, évidemment, il va sur la planète Yardrat parce que c'est une planète peuplée par des habitants faibles, mais qui maîtrisent des pouvoirs assez mystérieux, notamment le déplacement instantané. Ce sont eux qui l'ont appris à Goku. On savait que la planète était visée par l'escadron spécial Ginyu, à l'époque de Frieza. Et c'est comme ça que Goku a pu se rendre sur leur planète en volant un de leurs pods spatiaux. Du coup, Goku est allé sur la planète Yardrat, il a appris le déplacement instantané, etc. Vegeta n'en a jamais eu utilité, il a jamais demandé à Goku, ouais, viens, etc. Il a même, c'est ce qu'on voit dans Dragon Ball Super, toujours voulu faire cavalier seul.
Est-ce que Vegeta y va pour le déplacement instantané ou est-ce qu'il y va pour autre chose? Ça c'est la question qui vient se glisser dans la tête du lecteur à la fin de ce chapitre. C'est ça. Et du coup, on vous fera plaisir puisqu'on fera prédiction de Baba sur pourquoi Vegeta veut-il aller sur cette planète Yardrat. On a pas mal de pistes. Après, pour l'anecdote, alors ça c'est plus pour vous faire sourire peut-être, mais au moment où Vegeta dit à Illico « Emmène-moi sur la planète », je voulais lire Sadala. Je sais pas pourquoi, c'est impossible. Illico ne maîtrise pas le déplacement interunivers, tu vois. Mais j'avais envie qu'il le viole quand même, tu vois, qu'il lui dit mais tu vas déplacer dans un autre univers, tu te démerdes, tu me trouves la solution. Non, mais je sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'on attend tous qu'à un moment donné, on aille sur Sadala. On aille sur Sadala et Vegeta il se barre et il y aurait plusieurs. Vas-y, je vais sur Sadala, j'en sais rien, je sais pas pourquoi, mais voilà. Bon, je vois Yardrat, tu fais ah non, c'est pas Sadala, c'est Yardrat. Tout ce que tu viens de dire après te vient en tête, etc. On développera ça dans les prédictions de Baba. Et heureusement qu'on a eu ça parce que il y a un point qu'on n'a pas abordé qui est l'essentiel même aussi de ce chapitre, c'est les ambitions de Molo. C'est-à-dire que on a tout ce fucking carnage là qui arrive, Vegeta qui se barre, etc. parce qu'il est obligé de fuir, il veut trouver une solution. Parce que t'as quand même Molo qui à un moment donné dit haut et fort que son ambition c'est de créer une galaxie où il y aurait en gros d'innombrables planètes de sources d'énergie infinie. Pourquoi? Je veux dire, et pourquoi? C'est quoi ton délire? C'est-à-dire, à un moment donné, si t'es le number one, tu vois, que tu sais qu'il y a personne qui peut aller au-dessus de toi, parce que voilà, dès que tu veux commencer à tout absorber, même les ennemis les plus forts absorbent leur énergie, à quoi ça te sert d'avoir une galaxie où en fait tu as des planètes infinies, des planètes nourricières, on va appeler ça. Moi, je me pose la question de son ambition. En fait, je me dis, c'est quoi le but de sa vie? Il va être là comme ça, il va attendre que le temps passe, des milliers d'années, puis à un moment donné, il fait tiens, j'ai faim, je vais me prendre une planète. Surtout que ça entre un peu en contradiction avec voilà, ce souhait très personnel hein, finalement de se nourrir à volonté, de faire ce qu'il veut dans la galaxie, entre peut-être un peu en contradiction avec le fait de vouloir constituer une armée, parce que il n'a pas l'esprit colonisateur Molo, il n'est pas comme Frieza, il est plutôt solitaire, et en tout cas on le voyait comme ça jusque-là, et même là encore dans son ambition, il nous dit qu'il veut pour lui-même absorber l'énergie. Mais ses camarades, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ça, tu vois? Ses camarades, ils vont... va pas motiver une armée en disant ouais, je veux me faire une galaxie avec des planètes à absorber, donc vous allez travailler pour moi. Bon, non, chef monsieur. J'ai l'impression qu'il les a libérés seulement pour faire chier la patrouille galactique et pour justement mettre un coup de pied dans la fourmilière et les défaire. Il veut battre, selon moi, la patrouille galactique avant tout. Goku, Vegeta, ce sont juste des obstacles, c'est pour ça qu'il les a pas tués. Il aurait pu largement le faire sur la nouvelle planète Namek, il l'a pas fait. Et là, il s'en fout un peu, il veut juste... voilà, arriver à ses fins, mais j'ai l'impression qu'il se méfie pas assez des deux Saiyans, parce qu'il peut absorber l'énergie, il se dit bon, voilà, c'est des obstacles, mais je peux faire ce que je veux. À mon avis, il va avoir des soucis avec ces deux-là, et surtout si Vegeta arrive à trouver un plan. Molo, il aurait mieux fait peut-être de se débarrasser de Goku et Vegeta, plutôt que faire le fanfaron, et ne penser qu'à son souhait, qui finalement ne l'a apporté qu'à la déroute, hein, parce que même Merusu et Jaco était suffisant pour les brebis galeuses qu'il a apportées sur la nouvelle planète Namek. Après, il n'a pas montré tous les hommes qu'il a libérés. Hein. Là, le mec qui ressemble à Hit, le mec qui ressemble à Magetta, tout ça, on les a pas vus. Hein. Voilà, donc autant de questions qui restent dans nos têtes. Et du coup, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Est-ce qu'il vous a plu, déçu? Qu'est-ce que vous attendez des chapitres prochains par rapport à ce que vous avez découvert dans ce chapitre? Est-ce qu'il y a des choses qui vous... font vous dire ah ouais mais ça c'est trop bien, j'aimerais trop qu'il y ait ça, et nous on veut savoir ce ça. Dites-nous dans les commentaires, faites-vous plaisir. Vous pouvez spoiler puisque de toute façon on sait pas la suite donc tu risques pas de spoiler les autres puisque c'était une vidéo spéciale chapitre 50. Voilà, donc voilà, mets un like, partage, abonne-toi si c'est pas déjà fait, parce que si tu ne rejoins pas l'équipe DB Times, c'est pas bien, je suis triste. Pas bien. Bah surtout tu vas rater des vidéos super intéressantes, il y a blinde de vidéos informatives qui arrivent prochainement sur la chaîne, donc ne rate pas ça et à très vite. Matane!